vous passez le siège après ça. Oui, 15 minutes. En autant que vous restez sur le trottoir. Ne débordez pas dans la rue. Parfait. Parfait. Pendant les 15 dernières années, j'ai été dans la rue ici à Montréal pour manifester pour différentes causes. La cause palestinienne, les causes des Amérindiens, les causes de l'environnement. Et puis depuis 19 mois maintenant, la révolution syrienne, le printemps arabe en général et la révolution syrienne en particulier. J'ai participé à des manifestations un peu partout à Montréal pendant au moins une dizaine de fois durant les dernières années. Les manifestations concernaient souvent des problématiques internationales et personnellement, et tout le monde autour de moi, on n'a jamais eu de problème avec les policiers, au contraire. Ils étaient respectueux, c'était pratiquement un modèle de collaboration. C'était des gens professionnels, ils accomplissaient leurs tâches. Je comprenais ce qu'ils devaient faire comme mission, comme travail, à savoir garder l'ordre public, et ça s'arrêtait là. Je les ai jamais perçus comme une menace ou un danger quelconque. Ils m'ont demandé de leur dire, de leur expliquer ce que je vais faire comme activité avec les autres militants syriens. Et puis après, ils m'ont souhaité une bonne présence, une bonne manifestation, une bonne vigile. Quand j'ai vécu en Tunisie, premièrement, l'idée de manifester, elle venait rarement parce que la police là-bas, elle est connue pour sa brutalité. Une brutalité vraiment accrue qui va à la torture. Déjà, dans les manifestations, c'était très brutal. Mais après ça, ça pouvait s'ensuivre par des arrestations arbitraires, par des tortures, etc. Pour nous, Syriens, la police représente souvent l'État, et l'État en Syrie, c'est la répression. Donc, on a peur de la police. En Syrie, un policier, même quelqu'un qui n'est pas gradé, un simple policier, il fait peur. Ici, ce n'est pas le même rapport. J'ai entendu dire des policiers eux-mêmes dire qu'ils ne font pas peur aux gens, qu'ils ne sont pas capables de faire peur aux gens. J'ai bien sûr vécu et vu les soulèvements qu'on a surnommés le printemps érable ici. C'est des soulèvements qu'on ne pouvait pas ignorer, nous, Tunisiens, qui avons vécu la révolution, le printemps arabe et tout. Et encore plus large que ça, en fait, c'est des soulèvements sociaux qui ont touché toute la planète, ou presque. Il y en avait partout sur tous les continents. D'ailleurs, ça continue encore, je les supporte. Là, justement, j'ai vu une autre face de la police, de la SPVM, de la police, des forces de l'ordre. Et ça m'a rappelé back home, à la maison, en Tunisie, comment la police nous traitait. Quand j'ai vu les manifestations ici à Montréal, je peux dire que l'image, ça rappelait un peu l'image de la brutalité policière en Tunisie. Les coups de matraque, comment les policiers y chargent. Donc cette image-là, elle nous rappelle les manifestations dans les pays opprimés. Les étudiants eux-mêmes ne cherchaient pas à entrer en conflit avec la police, mais la police, d'une manière ou d'une autre, a essayé de les encercler et de provoquer ce qui est arrivé. Et ça, moi j'étais un témoin, je peux en témoigner. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je me rappelle une fois dans une manifestation nocturne, c'était une manifestation complètement pacifique. Il n'y avait aucun problème. On marchait, on scandait nos slogans sans aucune violence. Et là, tout à coup, la police, elle charge en face de nous et elle commence à poursuivre les manifestants. Moi, personnellement, je commence à courir et tout le monde autour de moi. Ouais, là-bas! Un jour, quand j'étais encore
Genre, c'est une nouvelle expérience, j'essaie de m'intégrer, de découvrir le pays, tout ça. Il y a eu une manif d'étudiants, ça c'était en 99. Parmi les actions que les étudiants avaient fait en face de l'UQAM, c'était sur la rue Sainte-Catherine, ils ont fait comme un sit-in dans la rue pour bloquer l'accès. Là, pour la première fois, à Montréal, au Québec, au Canada, j'ai vu la police montréalaise intervenir contre des manifestants non armés, pacifiques, mais bon. Et là, leur intervention, pour quelqu'un qui débarque d'un pays qui a vécu une dictature depuis que je suis né, je connais ce système et la répression policière, et je connais comment ça marche, et je me suis fait taper dessus au lycée et avant. Et malgré ça, l'intervention que j'ai vue à Montréal de la police contre les manifestants, les étudiants, m'a choqué quand même. Parce que j'avais une autre idée de ce pays de liberté, de droit, de démocratie, d'institutions. Je me disais qu'impossible que j'allais revoir des scènes que j'ai vécues dans un pays de dictature. C'était très violent, ils ont ramassé tout le monde, tout était permis devant tout le monde qui était là, bouche bée, c'était très intimidant. Et le seul message que je peux garder de ça, c'est que arrange-toi pour ne pas être face à la police ou de ne pas faire une manif ou whatever comme ça, parce que tu sais à quoi t'attendre. Essentiellement, lorsqu'il y a eu cette proposition donc de hausser les frais de scolarité et aussi cette, qu'on pourrait appeler de manière un peu simpliste, la logique marchande qui prévaut, essentiellement c'est quelque chose qui est visible dans un ensemble de domaines au Québec, et le Parti libéral a eu, disons, la franchise, si j'ose dire, de mettre les choses sur la table, c'est-à-dire voici le projet de société que nous offrons au Québec. Maintenant, il y a des gens qui s'y refusent, et ils ont reçu le type de mépris qui me semble sous-jacent au projet social proposé par les libéraux. C'était quelque part comme au mois d'avril, et là on sentait la montée des violences institutionnelles, policières, politiques, puis les étudiants faire leur gros possible dans ce contexte-là, la population derrière aussi, mais on trouvait qu'il fallait... On sentait qu'est-ce qu'il faut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là. À discuter avec des amis, des collègues, on était, le point qui nous rassemblait, c'était qu'on était des mères en colère, puis des mères inquiètes pour les enfants, puis qui partageaient la lutte aussi, mais qui étaient inquiètes, puis qui voulaient apporter une parole de plus dans l'espace public, donc poser un geste politique. On a mis sur Facebook une invitation pour une dizaine de femmes à se rencontrer pour voir est-ce qu'on fait quelque chose. Et là, l'erreur Facebook, c'est que ça s'est mis... Les filles ont diffusé dans leur réseau d'amis et après quelques heures, on était quelques centaines à vouloir « oui, on fait quelque chose ». Ce qui s'est produit au cours des derniers mois, c'est une tentative véritablement de détourner une institution publique de ses finalités propres. Et ce que j'ai vu, c'est un mouvement de résistance pour faire en sorte que cette institution publique demeure publique. Donc voilà la manière dont je vois les choses et la raison pour laquelle, essentiellement, je m'y suis engagé. J'ai été amenée à m'impliquer en tant qu'étudiante parce que pendant que le conflit était en cours, je complétais mon baccalauréat à l'université en soins infirmiers. Donc en tant qu'étudiante, j'ai été sollicitée, puis au fil et à mesure que le conflit se déroulait, que ça se polarisait, j'ai tenté de rechercher, puis avec des discussions avec des amis, on s'est dit que ça serait bien de joindre l'aspect professionnel des soins infirmiers avec le fait de militer, parce qu'il y a des liens aussi entre le conflit étudiant et notre pratique professionnelle. Donc on a décidé de former un groupe de médi-militants pour accompagner dans les manifestations, pour porter soin
aux personnes qui étaient victimes de blessures dans ces circonstances-là. Ils n'ont pas frappé les jours où on avait les manifs du 22, hein, comme non, par hasard. Oui. Là, c'est familial, tout est beau. Une manif pour le Mont-Orford, tout est beau. Mais dès que tu contestes l'ordre établi, dès que tu es sincère et direct là-dedans, tu risques vraiment des blessures physiques. Que les politiques et les bonnes gens des années 30 haïssaient tous ceux qui appartenaient aux dégénérés. Nos politiques et nos bonnes gens haïssent les contestataires du système économique en place. Les ralentissements du flux, qu'ils soient manifestants, grévistes, intellectuels, en appui ou encore les assistés sociaux. J'étais victime une première fois d'une manif contre le Plan Nord. Je me suis fait frapper à la tête. Parce que j'ai aidé un gars qui voulait se relever, il avait tombé, j'ai essayé de le relever, puis je me suis fait surprendre, je me suis fait frapper. C'est la première fois que j'ai fait comme... OK, mais ils sont pas supposés frapper à la tête, ils sont pas supposés... Je veux dire, au pire, tu me frappes, je sais pas, là, ailleurs, mais à la tête, ça peut être très, très, très dangereux. Puis tu sais, tu veux courir, mais comme t'es comme déstabilisé. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait... Voyons donc qu'un policier ou une policière, je sais pas, j'ai pas vu, aurait pu me frapper à la tête parce que je voulais aider un garçon à se relever. J'étais à l'extérieur du Palais des Congrès. Il y a un certain groupe qui venait d'en sortir et il y avait eu confrontation. Rendu à l'extérieur, on se ramasse environ sur la rue juste en face du Palais des Congrès et je vois au loin 3 ou 4 enfants, je pense, d'environ 8 ou 9 ans. Ils sont en train de prendre des photos d'un cordon de policiers qui s'en vient à toute vitesse. Évidemment, je comprends que ça peut avoir l'air intéressant, surtout que c'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça à Montréal. C'était pas encore devenu une coutumance à cette époque-là de voir des policiers en uniforme partout tout le temps. Ils avancent encore, commencent à taper sur les boucliers pour demander à la foule de disperser, mais il n'y a plus de foule. La foule est plus loin et tout ce qu'ils ont devant eux, c'est ces 3 flots-là. Alors moi, mes réactions immédiates, ça a été de me rendre compte de que tout ce que je croyais d'honorable ou d'éthiquement correct sur la formation que les antisémites pouvaient recevoir, du moins ceux-là qui étaient là, c'était faux, ce qui a été confirmé par la suite dans cette même manifestation-là. Donc je me suis élancé, j'ai pris 2 de ces enfants-là sur mes 2 épaules, j'en ai pris un autre, puis je me suis précipité dans un métro. Rendu au métro, je me suis dit, enfin, le calvaire est fini, mais un policier m'a barré le chemin en me disant que je n'avais pas le droit de laisser ces enfants-là ici. J'ai demandé pourquoi, il m'a dit c'est parce qu'on n'a pas de preuve qu'ils ne dissimulent pas un arme ou un objet contondant sur eux. Alors, moi, ça m'a profondément outré et je me suis dit, si on est à ce point-là rendu dans la suspicion, le mépris et le non-respect des valeurs fondamentales de sécurité et d'intégrité physique, moi, c'est pas le genre de société dans laquelle je peux vivre ça. Ce que je veux vivre, c'est sûr et certain. On en a vu beaucoup puisqu'on a participé à de nombreuses manifestations de jour et de soir et de nuit. Donc, on a été pendant longtemps à quelques manifestations de nuit, jusqu'à un certain soir où on s'est senti vraiment physiquement menacé et on a eu très peur. On était aussi un peu fatigués, je pense. On avait fait la manif. Peur de la police, on s'entend. Ah oui, peur de la police, évidemment. C'est la fois où on a passé le plus proche d'être matraqué, solide, là. On a eu une flashbombe qui a sauté à côté de nous. Les soirs, enfin soir après soir, et dans les manifs, ce qu'on pouvait constater, d'abord, c'est l'agressivité, la violence de la police qui, sans des fois être en action, juste par l'arsenal, l'espèce de vêtements là, des anti-émeutes, la façon dont ils marchaient, ils accompagnaient les manifs sur le côté, tout était propice à intimider, agresser. Donc ça, c'est vraiment dans les cas les plus où ça se passait le mieux, là, juste l'accompagnement. Mais on a vu, moi je pense le premier soir où j'ai vraiment sauté une coche, là, où j'ai fait comme ça n'a aucun bon sens, c'est un jeune matraqué par 8 policiers. Un jeune qui revenait comme nous, tranquillement vers le métro pour s'en aller. Qui n'a pas marché assez vite. C'était juste ça son problème. Il n'a juste pas marché assez vite. Et il y avait 8 policiers autour. Dans ma ville, à moi, je me sentais pas en sécurité. C'était ça le plus... mais pour moi, là, c'était le plus marquant. C'est que j'allais dans un wagon de métro, puis il y avait un policier ou une policière qui rentrait
dans le même wagon que moi, puis je me sentais pas bien. C'était la première fois que ça m'arrivait. C'est de voir la réaction de ces gens-là. C'est des gens comme nous, je veux dire, c'est des humains qui agissent comme ça, qu'on leur donne des ordres, puis qui obéissent, puis on dirait qu'il n'y a rien qui passait par le cerveau. C'était juste, on obéit, puis on fait ce que le chef dit de faire. À force de faire des manifestations, à force de travailler, j'imagine qu'il y en a qui se sont irrités puis qui voulaient passer leur rage peut-être sur les étudiants et étudiantes. Là, donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'actes violents. Pierre, il y a du monde en arrière. Hey, c'est quoi votre matricule, je peux le savoir? 4369. 4369, hein? Les mains dans les yeux, les doigts dans les yeux. C'est beau, hein? Ça, t'as pas le droit de faire ça. Même si tu protèges l'ordre dans ta façon de voir les choses, là, t'as pas le droit de faire ça. C'est de l'abus. Je me rappelle qu'il y avait une personne qui arrêtait pas de poser une question aux policiers, pourtant toute simple, mais qui semblait impossible à répondre. C'est pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Quelle est la raison qui fait en sorte que vous effectuez une arrestation de la sorte? Puis il y a un policier qui a répondu. Ben, il y a une raison. Et la personne qui posait la question a dit dire qu'il y a une raison, c'est pas une raison. Puis on a encore relancé la même question, mais pourquoi vous faites ça? Comme c'est quoi ça? Puis on n'avait toujours pas de réponse. Et la personne qui posait les questions, finalement, elle s'est fait arrêter aussi. Pour avoir posé des questions. Ça n'avait pas d'allure. J'ai parlé à un policier, puis je lui ai demandé qu'est-ce que tu penses, toi, de la perte d'un œil d'un étudiant? Qu'est-ce que tu en penses personnellement au fond de toi? Je le demande pas au policier, je le demande à la personne que tu es. Puis il me dit ben, qu'est-ce que tu penses, toi, des bruits de voitures, puis des bruits de vitres, hein? Puis j'ai juste répondu c'est impensable de comparer une blessure physique à un bris matériel. C'est impensable. Il y a un gouvernement qui est complètement dans la contradiction, qui demande qu'on condamne une violence contre des objets, alors que la violence contre des personnes qu'on vous oblige à produire, je ne peux pas croire que vous faites ça pour le plaisir, on demande aux étudiants, on demande à tout le monde de condamner cette violence seulement sur les objets, alors que vous continuez une violence sur les personnes, sur des personnes désarmées, comme nous le sommes aujourd'hui. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est comme si la vision du problème, de la problématique que ça pouvait entraîner l'utilisation de ces armes-là ou l'utilisation abusive de ces armes-là, à terme, il ne le voyait pas, ou il l'ignorait, ou il tentait de l'ignorer en le camouflant avec de l'humour ou quoi que ce soit. Et ça, c'était profondément troublant de savoir que des professionnels affichaient aussi peu de professionnalisme. Moi, ce qui m'a beaucoup fasciné par rapport à ce qui s'est passé relativement à cette violence-là, c'est à quel point il allait vite. Je suis habitué, moi, j'ai participé à un mouvement de grève quand j'étais au cégep, je suis habitué à bon, quand on fait un blocage, on peut s'attendre effectivement à ce que la police nous tasse. Plus fort pour que personne ne nous ignore. Plus fort pour que personne ne nous ignore. You fucking pig!
manière de procéder était totalement différente de celle que j'ai vécue. Moi, ils venaient nous voir, ils discutaient, puis éventuellement, ils nous sortaient un par un, de manière pas toujours plaisante, mais enfin, bon. Puis on les aidait pas, naturellement, on se tenait entre nous, puis Mais là, vraiment, moi, l'événement qui a ouvert les yeux pour moi, c'était quand les étudiants, assez tôt dans le conflit, avaient bloqué c'était la Banque nationale, je crois, le building de la Banque nationale. Le SPVM a réussi à libérer 4 portes en, je pense, 5 minutes. C'était tout de suite matraque, gaz, puis on continue, puis on fait le tour. On a vraiment vu des actes sadiques, des actes stupides. Derrière chaque manif de nuit, il y avait des choses complètement idiotes qui se passaient. De la provocation de la part des policiers aussi. Beaucoup de cas d'agression sexuelle sur des filles, entre autres. On a entendu parler. Moi, je me suis reconnue puis voir un policier qui me disait avance, puis là, je me suis retournée, puis il me dit la prochaine fois, ça va être avec la matraque. C'est le zéro respect et puis un sentiment d'impunité que ces gens-là ont. Parce qu'avec le nombre de personnes qui filment, ce qui sortait quand même dans les médias sociaux régulièrement, ils savent qu'ils sont complètement dans l'impunité. Je me souviens, pendant un certain nombre de manifestations, j'allais avec mon père, qui est un homme posé, calme, etc. Et il m'a dit à la fin de la manifestation, l'image des policiers chez votre génération est probablement scrappée pour les 50 prochaines années. On n'aura plus la même vision de la police après ce qu'on a vécu, ça c'est sûr et certain. Et je crois que ça s'est répertorié et que ça a eu des répercussions sur nos réactions dans des manifestations. Non pas à cause d'un manque de respect, mais presque parce que ça devenait une banalité. On s'attendait à se faire frapper, on s'attendait à ce qu'il y ait des violences physiques illégitimes, innommables. Comme c'était devenu la norme d'associer un uniforme de police à l'injustice quand ça devrait être le contraire. C'est ça que vous êtes, Asti! Ah, pourquoi tabarnak m'avait rosé? Parce que je parle fort? À ce temps, les 10 ans, peut-être que tu vas parler plus fort que moi, Chris. OK? C'est fini, mais moi, je vais frappe, Asti! Ah ouais, frappe! Frappe, Asti! Non! J'ai de même, j'allais gagner, Calis! Ah ouais, frappe, Asti! Hey, fais pas ton 105, je t'ai pas vu l'autre, on joue ça dans la face pour rien! Hein? Ça te l'a rien! Lui, je pense qu'ils ont fait ça pour rien, eux autres! Hein? Ouais, c'est ça! Bouge! Bouge! T'avais pas honte! C'est clair, hein? C'est comme ça de la démocratie! Tabarnak, regardez-moi ça! Il y en a tué, les bœufs! Il y a tué des vitres de cassées jusqu'à date! C'est vous qui l'a causé! C'est la nasty démocratie, mais un jour aussi, ça va arrêter, ça! OK? Il y a un punché, je suis violent, Calis! Personnellement, je n'étais pas habituée avec cette image brutale de la police québécoise, avec la SVPM. Donc, moi, ça m'a choquée parce que là, je me sens vraiment insécure. Ce n'est plus vraiment une figure. Ils ne sont pas là pour ma sécurité, ils sont là pour menacer. Donc, c'est assez troublant de voir cette image-là. Dans le cas du matricule 728, on a entendu un enregistrement. Et apparemment, elle parlait avec ses chefs ou son chef, le QG. Et les termes qu'elle utilisait, la madame et tout... Toutes les rats qui étaient en haut dans les gratteux guitares, c'est tous des hosties de carrés rouges, là. C'est des artistes, en tout cas des mangeurs de marde. On n'a pas entendu quelqu'un qui l'arrêtait ou qui lui disait de ne pas dire ça ou quelque chose. Je pense qu'elle était assez consciente et assez à l'aise d'utiliser ça. Je présume qu'elle avait un collègue à côté d'elle dans la voiture, ainsi de suite. Donc pour moi, c'est pas juste elle. C'est toute la gang, c'est toute la culture, c'est comment on voit les choses, comment on voit les gens avec lesquels on deal.
On ne les voit plus comme des co-citoyens ou des gens, nos voisins, notre famille, nos frères et sœurs, nos parents, non. On les voit un peu comme des sujets, on est mandaté pour exercer ci, ça comme loi ou ordre ou whatever, et on ne voit plus l'humain de l'autre côté de la chose. On pensait que ça marquerait une rupture, l'histoire avec le matricule 728. C'est clair que beaucoup de gens se sont indignés devant un tel comportement. Puis sincèrement, malgré que j'ai vu beaucoup de brutalité policière, je me disais, enfin, il y en a une qui se fait prendre. On comprend que c'est quelque chose de pratiquement systématisé au sein du CSPVM. Je ne peux pas vraiment parler de la SQ. Je pense que c'est un tout autre fonctionnement. Je me disais, ça va les calmer. Bien, 2 jours plus tard, il y a une autre manif, puis ça continue. Ils poussent les gens en bout. Puis évidemment, il y a toutes les insultes verbales dont on a parlé, mais il y a aussi toutes les agressions, la provocation en tête de manif alors que personne ne fait rien. Les gens, ce qu'ils font, c'est... Tout ce qu'ils se contentent de faire, c'est crier des slogans hostiles, mais bon, pourquoi pas. Puis d'être habillé en noir, tu sais, c'est quand même... c'est pas la chose la plus dangereuse au monde. Tu prends les 2 articles du Code de déontologie policière. Les respecte pas déjà. Je pense que c'est 4 et 5, les articles, là, où puis ils sont déclinés là, en chaque point. Tu les prends un par un, là, puis il n'y en a pas un seul qui est respecté par les policiers. Gang de wearers de style. Vous savez que plusieurs ont caché leur matricule? Pourquoi vous avez bloqué les matricules? Vous savez que c'est illégal? S'il vous plaît, reculez. On fait notre travail. Vous bloquez votre matricule, c'est illégal. C'est simple, je voulais passer, il m'a dit de ne pas passer, il m'a traité de nom, il m'a manqué de respect, alors je viens demander comme c'était inscrit dans son code déontologique de donner sa matricule. Il a refusé, j'ai insisté, il a insisté pour il a refusé et j'ai toujours pas sa matricule. Vive la justice. Madame, on voit pas votre nom. Comment ça? Si tu faisais un sondage auprès des policiers, puis tu leur demandais sincèrement à quoi sert votre travail, je crois que nous aurions de très sérieuses surprises. Et je pense que si certains disaient « mon travail sert d'abord et avant tout à protéger les citoyens et les citoyennes », alors il y aurait un sérieux travail de réflexion à faire sur la manière dont ce service a été rendu au cours des derniers mois, pour dire le moins. Ce qui m'a choqué encore plus, c'est comment on a politisé le travail de la police. C'est ça qui est arrivé dans mon pays avant, qui continue à arriver malheureusement dans plein d'autres pays du monde. C'est que la police, c'est un bras de la politique en place ou du régime en place. Donc quand on politise les forces de l'ordre, qui sont là pour protéger tout le monde, eh ils vont protéger les intérêts d'un groupe contre tout le monde. C'est sûr que ça va devenir violent, la répression n'aura plus de limite après. En fait, l'expérience peut-être la plus traumatisante, c'était Victoriaville. C'était le 4 mai. En fait, j'avais l'impression de vivre un cauchemar.
hurt bad, man. He caught one right in the back here, the head. Okay. He's bleeding, his eyes are open, but he's not conscious. That's not a good sign. J'ai ramassé effectivement, c'est ça, du monde. Entre autres, une étudiante, elle avait reçu une des balles de caoutchouc en plein visage. Là, elle avait un mâchoire fracassé, les dents, elle tenait ses dents dans un sac. Là, puis ce qui était terrible à Victoriaville, c'était justement quand tantôt je disais, essaye pas de dialoguer avec un policier, d'essayer de leur faire comprendre. Et puis bon, même, je veux dire, tous les gens criaient quand il y avait eu je sais pas si c'était Maxence ou en tout cas un autre qui a été gravement atteint là, à la tête, puis il y avait les gens qui criaient là, carrément au policier, il y a un blessé, laissez passer l'ambulance. Ça n'a rien donné. Non seulement ça ne donnait rien, mais ils ont continué de leur pitcher du gaz. Mais on l'a vu là. C'est UTV peut-être? Je pensais que c'est UTV où on disait carrément faites quelque chose parce que là il y a un blessé grave. Oui. Puis call 911. Oui. Là tu te fais répondre par un policier d'appeler le 911. You called them? You called an ambulance? I'm not gonna call an ambulance. You're the cops right here. I'm a media. I'm asking you. There's a guy. I swear to you, he's dying right there. Call 911, there's a guy dying right now. You got him in the head, he's dying right there. Get an ambulance. Moi, personnellement, c'est un des points que je trouve les plus dérangeants. Comment est-ce que les forces de l'ordre peuvent se préparer à intervenir dans un contexte d'émeute, avec des armes, avec un potentiel létal ou sublétal, comme ils se plaisent à le dire, très grand, et ne pas s'assurer d'avoir un nombre d'ambulances adéquat et des centres hospitaliers qui sont prêts à recevoir ces blessés-là. Ça, moi, comme infirmière, comme membre du réseau de la santé, ça me questionne énormément. Ça, pour moi, c'est une question de responsabilité. Restez ensemble, faites juste laisser passer l'ambulance! C'est pas mal, l'ambulance, c'est parti! Mes collègues avaient demandé à la foule de former un cordon de sécurité autour du blessé pour éviter qu'il soit piétiné, pour le protéger, puis pour nous permettre d'effectuer les soins dans un contexte sécuritaire. Et le cordon de sécurité venait de partir en débat parce que l'anti-émeute était en train de charger. On voyait l'ambulance sur la 116, mais entre l'ambulance et le blessé, il y avait un cordon d'anti-émeute qui chargeait. Donc on a dû prendre la décision de déplacer le blessé. Chose qui est vraiment à éviter quand on ne connaît pas exactement la nature de la blessure, puis qu'on n'a pas les moyens de bien immobiliser la personne. On a fait le mieux qu'on pouvait pour le déplacer en bloc dans un terrain accidenté, mais c'était vraiment, vraiment pas idéal qu'il n'y ait pas de secours puis de devoir le déplacer en plus. C'était pas une décision qu'on a prise de gaieté de cœur. On s'est vraiment consulté, puis heureusement qu'il y en avait plusieurs d'entre nous qui avaient plusieurs années de jugement clinique derrière eux pour prendre cette décision-là, parce que la conséquence de ça, ça peut être qu'on cause une paralysie, dans le fond, qui peut rester pour le reste de la vie de la personne, puis on en était très conscients. Mais vous n'aviez pas le choix. Ben, c'était que sa vie était menacée. On avait une foule qui nous piétinait, puis on avait des gaz intoxicants qui venaient aggraver un état de dépression respiratoire aussi. C'était vraiment la seule décision à prendre, mais c'était une décision très grave. Donc, on a déplacé cette personne-là 2 fois pour finalement arriver à une petite rue résidentielle où là, on s'est réfugié sur des terrains, dans le fond, privés des gens. Puis, à ce moment-là, j'ai été vraiment aussi renversée parce que les gens sortaient sur leur balcon et nous disaient de nous en aller. Ils nous disaient de partir, qu'on n'avait pas d'affaires là. Ça, j'ai trouvé ça particulièrement difficile. C'est ça.
La balle, non, non, mais je suis juste en état de choc. Medic! Je vis ta balle, fucker! Ah! Un de mes étudiants qui arrive vraiment en pleurant, puis en disant « Maxence a perdu un œil, Maxence a perdu un œil ». Là, j'étais comme « Quoi? De quoi tu parles? » Puis là, en tout cas, tout ça, ça... On était dans l'autobus en revenant, les gens en shakaient, on était complètement... je dis oui, là, j'ai été traumatisée. Après ça, pendant 2-3 semaines, à me réveiller la nuit là, en sursaut, à rêver, à entendre des hélicoptères. L'hélicoptère au-dessus de nous qui repousse la fumée vers nous, tu sais, parce que les gaz s'en allaient au loin, puis là, ils voulaient qu'on aille les gaz, avec l'hélicoptère qui nous poussait. Mais là, on se disait, dans quel mauvais film on est, ils vont nous tirer dessus, tu sais, parce qu'il y avait tellement d'escalade à chaque fois que ça va être quoi la prochaine? Ça, c'est un de mes souvenirs de Victo. L'autre, c'est la jeune étudiante de l'Université Laval qui a reçu une balle de plastique sur la bouche, qui a perdu ses dents, qui était à 20 pieds de nous. Alors, ça aurait été moi, ma fille, Laurence, une autre autour. Ça aurait pu être n'importe qui. Il y a une policière qui arrive, puis elle gueule par la tête. « C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? » On va dire, elle n'est pas capable d'y répondre. Elle a la bouche en sang. À quoi tu t'attends? Puis tu as une ambulance qui est juste en arrière de toi. Fais quelque chose, va chercher l'ambulance. Et elle faisait rien, tu sais. Ironiquement, un simple citoyen pourrait être accusé de non-assistance à personne en danger pour ça. Hein? Mais un policier qui retarde les secours, non, ça, c'est ça. Mais là, les policiers, là, la balle, tu sais, des balles, là, c'était fou, là. Puis là, de voir quelqu'un aider la jeune fille à ramasser ses dents à terre tout en sang, puis on savait qu'il y en avait un autre qui était en convulsion 50 pieds plus loin, qui avait reçu aussi une balle, qui était en train de faire... Tu fais... J'assiste à ça. C'est le gouvernement qui est supposé prendre soin de sa population qui nous fait ça. On ne pense jamais vivre ça un jour dans notre vie. Jamais, jamais, jamais. On est tranquillement dans un parking en train de parler avec tout le monde. Tout d'un coup, on marche sur une rue, puis on arrive, puis là, paf, tout part. C'est le feu d'artifice part. Je veux dire, c'est vraiment... Et on comprend rien. Et on est là, et on est comme complètement désemparés, comme ben du monde. Je veux dire, il y avait des gens avec des enfants dans les bras. Complètement gazé, là, je veux dire, donc ça hurlait, ça pleurait, ça courait dans tous les sens, ça criait, il y a l'hélicoptère au-dessus de nous, parce qu'il était très bas au-dessus de nous, effectivement, pour bien nous répandre les gaz comme il faut. La fanfare qui joue au milieu de tout ça. Moi, à un moment donné, je me suis arrêtée, puis j'ai fait, je suis dans un film, je sais pas, moi, de Kusturica, ou dans un film. Et là, on essayait de se disperser, mais il y avait le nuage de gaz qui nous suivait toujours. On a fini par arriver dans une rue perpendiculaire à la 116, où là, j'ai encore traité d'autres gens qui avaient réussi à se rendre plus loin, mais qui étaient quand même là, intoxiqués. On faisait respirer du jus de citron dans un linge imbibé, rinçage au Malox, consignes de sécurité. Essayer de diminuer le sentiment de panique. À ce moment-là, j'ai entendu dans le CB aussi qu'il y avait des familles qui demandaient de l'aide, qui s'étaient réfugiées dans un garage, pas très loin de là, que les enfants s'étaient fait gazer. On parle de très jeunes enfants. Là, ça commençait à se mettre bout à bout, là. Tout ce que j'avais vu, là, c'était comme, là, j'en revenais pas. Je disais, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. C'était complètement surréel. C'était pas réel. Tu te ramasses en plein milieu d'un terrain vague. Bon, déjà, l'espace avait été seté, là, littéralement, là, pour que ça dégénère. Là. Je veux dire, mettre des petites clôtures de festivals de jazz attachées avec des tie wraps. C'est pas avec un terrain vague à côté des roches, de la brique, des matériaux de construction qui traînaient. Là, on a entendu dans le CB qu'il y avait quelqu'un en arrêt cardio-respiratoire. Là, la première affaire, on a pensé, c'est pourquoi on n'a pas amené le défibrillateur. Puis on y avait pensé, on s'était dit, on devrait amener le défibrillateur, mais voyons donc, défibrillateur. Quand on a vu que le gros des gens était parti puis qu'on voulait partir, là, il y avait encore du gaz partout, l'antimeux déployé partout, c'était vraiment difficile de quitter les lieux. Finalement, on a fini par quitter. Puis là, il fallait qu'on trouve une place pour se changer. On était tellement plein de gaz, puis de souillé. Puis là, personne n'était capable de rien dire. On était tout le monde complètement
en état de choc. Moi, j'ai pensé à appeler ma famille. Là, je me disais, il doit voir des images à la TV, il doit se demander si je suis vivante. Quand j'ai appelé ma mère, elle pleurait, elle criait, elle faisait tout et tant. Elle avait vraiment eu peur que je reste à voir les images à RDI. Puis... Les images que vous voyez en ce moment ont provoqué énormément de réactions. Les événements sont survenus à Victoriaville en soirée et si on voit ici un policier passer un mauvais moment aux mains des casseurs. C'est ça l'image que les médias nous ont montré en boucle, encore et encore et encore. Donc le sentiment dans la foule, les gens blessés dans les manifestants, les gens qui ont des enfants dans les bras, ils nous ont pas montré ça aux nouvelles. C'était vraiment le coup monté du policier qui se faisait, qui débarquait tout à coup au milieu de la foule à côté d'une voiture. Voyons donc. Mais cette image, les médias l'aimaient donc parce qu'on l'a vu, revu. C'est incroyable. Je faisais face à la ligne anti-émeute, puis je me suis retourné parce qu'il y a eu une voiture de la SQ fonçait dans la foule en essayant d'ouvrir un passage. Évidemment, je me suis dirigé vers la voiture pour tenter de m'interposer physiquement en me disant qu'évidemment, s'il y avait quelqu'un directement devant la voiture foncerait pas. La seule chose que j'étais capable de faire, c'était comme la pire affaire à faire, mais c'était de regarder sur Internet les choses qui avaient été diffusées à la télé. Puis là, je regardais ça, puis j'en revenais pas. Je me disais, mais mon Dieu, on n'était pas aux mêmes places. On n'était pas au même endroit. Pourquoi tout ce qu'on montre, c'est les images du Pachini, alors qu'il y a tellement de gens qui ont été blessés, il y a tellement d'abus qui ont été commis. J'avais vraiment beaucoup de difficultés à m'expliquer ça. Mais les étudiants sont pas fiables. C'est une gang de pas fiables. Certains considèrent, M. Nadeau, que jusqu'à maintenant, c'est un échec lamentable. Lamentable. Y a-t-il les syndicats qui vous payent? Combien ils vous donnent? Ben écoutez, le métro était paralysé, la ville est paralysée au complet. Puis si vous faites de l'obstruction, c'est la prisonne. On vous envoie en prison. Bang! La dernière fois, quand le pont Jean-Cartier était bloqué, j'étais là, moi. Ça m'a pris 1h30 pour traverser. C'était bloqué. Ah oui, mais on n'a pas le choix. Là. Quand tu as une gang de fous devant toi là, qui renverse des barrières à l'envers, il faut toujours bien les frapper. Le gouvernement ne cède pas devant les menaces. T'as du crime organisé. Les étudiants, c'est du crime organisé. Là. Le discours que vous avez ici, je trouve que c'est un discours d'abuseurs, de batteurs de femmes. On n'en a que pour les carrés rouges, qui sont très minoritaires, soit dit en passant. Fourrez-moi ça dedans en prison, puis ressortez-moi ça dans 5 ans. Quand j'entends ce genre de choses de gens que je connais, je repose la question, c'est quoi le problème? Avoir reçu un coup de bâton injustement ou l'avoir donné? Qui a fait la faute? Celui qui l'a reçu ou celui qui l'a donné? Moi, je n'ai pas élevé mes enfants à coup de bâton. Je refuse que la police traite mes enfants de cette façon-là. Je refuse complètement. Et pour moi, l'erreur, c'est de donner le coup de bâton. Alors, quand les gens disent, ben oui, mais si tu ne veux pas avoir des coups de matraque, tu as juste à pas aller manifester. Non. On est dans un pays où on a le droit de manifester. L'erreur, c'est de donner des coups de matraque quand c'est pas nécessaire. Des morveux, c'est des criminels, c'est du monde qui ne respecte pas la loi. Alors, il faut les repousser. Tandis que du vrai monde, c'est monsieur, madame, tout le monde qui se lève le matin pour aller travailler. Il n'a pas demandé d'avoir une bombe fumigène d'en face, lui. Non. Tandis que les étudiants, ils le demandent. Ils aiment la violence. Ils en veulent de la violence. Ils en mangent. Doris. Graduellement, mais très rapidement, les individus se sont aperçus en fait que lorsqu'ils voyaient Jean Charest se moquer d'eux, lorsqu'ils voyaient le milieu des affaires se moquer d'eux, lorsqu'ils voyaient les éditoriaux de la presse se moquer d'eux, ils comprenaient qu'en réalité, il s'agissait véritablement de discuter de qu'est-ce qu'une société. Ce que les médias en font, en focusant tout le temps juste sur la vitrine cassée. Hey, quand tu es présent sur les lieux, que tu es dans une foule, tu l'as même pas vu qu'il y avait une vitrine cassée. Là, tu entends aux nouvelles, c'est l'image qu'on fait tourner en boucle, comme si c'était l'événement de la manif plus important que 10 000 personnes dans la rue ce soir. Supposément qu'ils ont cassé des vitrines de banque, qui ont crissé le feu partout. Excuse, moi je pensais que tout le monde, j'ai pas vu un seul feu. Va voir les vitrines sur Ville, va voir les vitrines de banque sur Sherbrooke, va voir les vitrines. On était là! Vous allez tout casser derrière nous, c'est ça le truc? Va voir le journal demain.
soir, le journal demain. Évidemment, c'était frustrant dans mon petit lit d'hôpital de lire les journaux puis de voir que je rentrais dans le... évidemment dans la statistique, mais que si je m'étais fait blesser, c'était de ma faute. Parce que c'était, normal de courir des risques quand on va dans une manifestation du genre, puis en plus que j'avais... puis de sentir toute l'empathie qu'on avait pour le corps policier, c'est pas un travail facile. Je suis d'accord, c'est pas un travail facile. Mais, enfin, de voir une telle indifférence aux blessés, aux marginalisés, aux gens qui ont été humiliés, puis une telle empathie pour la personne qui supposément est censée faire preuve de sang-froid spécifiquement dans ces contextes-là. Aussi de voir comment tout ce qu'on décrivait à la télévision comme des étudiants agressifs, des étudiants masqués qui voulaient se protéger pour faire des mauvais coups, on se rendait compte qu'en fait, on aurait fait la même chose, on serait masqué aussi parce que le gazage était tellement intense par moments qu'on faisait comme... c'est normal de se mettre des masques sur la face quand on veut se protéger. Ben écoutez, le métro était paralysé, la ville est paralysée au complet. Et qu'est-ce qu'on sait de ça? Il y a eu des bombes fumigènes dans le métro à Montréal. OK, et puis? Et puis quoi? Vous trouvez pas ça sérieux, vous? Demandez à la ministre ce qu'elle en pense. Demandez au gouvernement ce qu'il en pense. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le responsable de cette situation-là, je pense que ceux qui sont responsables de cette situation-là, c'est ceux qui sont au pouvoir en ce moment. Mais qui a qui ne veulent pas reculer. Est-ce que c'est la ministre ou le savez-vous, vous? Je sais pas. Bon, très bien. Alors pourquoi vous sous-entendez que c'est des étudiants? Vous pensez pas que c'est ça? Est-ce que c'est confirmé? Est-ce qu'on le sait? Moi, je pose la question. Moi, j'en sais rien. D'accord. Bonjour. Que les chaînes privées fassent du spectacle, voilà, on ne peut rien attendre d'autre. Mais lorsque les chaînes publiques considèrent que le seul moyen de rendre compte d'un débat public, d'enjeux de société, c'est d'opposer des gens qui ne peuvent pas se parler parce que la manière même de concevoir le débat fait en sorte qu'ils ne sont que deux protagonistes, alors il ne peut rien y avoir. Il n'y aura rien à en tirer. Et on se retrouvera dans la situation où ce n'est qu'un spectacle. Donc, pour moi, la couverture médiatique, un des visages de ce que je pourrais appeler sa brutalité, que ce soit la brutalité, les textes qui ont été publiés de certains commentateurs ou certains chroniqueurs, on pense toujours aux mêmes, mais pour moi, le vrai problème n'est pas dans le comportement de ces individus. Il n'y aurait pas eu Richard Martineau, on l'aurait inventé. D'accord ? Donc à la rigueur, Richard Martineau a sa part de responsabilité, Pratt a sa part de responsabilité, bon nombre ont leur part de responsabilité, mais pour moi c'est relativement secondaire. Ce ne sont que des acteurs d'un processus, d'une conception de ce que c'est que la discussion publique dans nos sociétés, qui s'est complètement dégradé. Et ça aussi, ça fait partie de ce que j'appelle la dérive des institutions. Mais, Monsieur Nadeau, là, vous dire, la démocratie s'exerce le jour des élections. En 2 élections, c'est la gouvernance. Vive les médias sociaux, ils nous ont montré une autre dimension. Ils nous ont montré l'écart entre ce qui est dit par les médias officiels et ce qui est la réalité de la rue. C'est les policiers qui chargent? Oui, c'est les policiers qui chargent. C'est peut-être été ça une des énormes différences dans les manifs entre cette année puis les autres qui ont précédé, parce que l'utilisation de toutes ces images nous ont permis de voir une vérité qui aurait été quoi? Ça nous aurait été complètement caché autrement si on avait eu que les médias officiels. Bon, ils ont-tu bloqué l'autoroute 40, là, nos petits morveux? Là? Pour moi, ce qui est inacceptable, ça a toujours été la position du gouvernement qui a fait monter tout ça, parce que pour moi, je peux pas comprendre qu'on ait un tel mépris et une telle arrogance par rapport aux jeunes, à des jeunes qui se sont exprimés, qui se sont renseignés, qui ont revendiqué, puis qui ont simplement marché dans la rue. Je veux dire, moi, je suis allée plusieurs fois. J'aurais pu y aller plus souvent, hein, Nicolas, puis j'aurais pu cogner plus sur les casseroles, mais il reste quand même qu'à chaque fois où je suis allée, j'ai pas vu ça, la violence, mais le ton a monté parce qu'il n'y avait pas de réponse aux demandes, aux revendications des jeunes. Je trouve que c'est là que ça s'est passé. Puis là, tu te ramasses avec des policiers, puis eux, ils ont du mépris. Ils ont du mépris pour les jeunes, mais ils en ont eu aussi pour les adultes. J'avais commencé à raconter tantôt, mon chum est allé un soir, puis il était avec
dans le fond, c'est un homme dans la cinquantaine, puis un autre dans la quarantaine. Ils se sont fait vraiment bousculer par les policiers qui leur ont dit textuellement « Chris, ramassez vos jeunes, puis ramenez-les à la maison. » Puis je veux dire, le maire Tremblay aussi a dit la même chose. Moi, ça m'a comme tellement blessée. Ben oui, tu sais, mes jeunes, ils ont des opinions, ils ont des idées, ils revendiquent des choses. Puis moi, comme parent, il faudrait que je leur dise « Viens, rentre à la maison. » Non, c'est quoi l'affaire, là? Ça, pour moi, c'est plus là, je trouve que le bas blesse. Est-ce qu'il peut y avoir réparation? Est-ce qu'on peut réparer? Est-ce qu'on peut redonner un œil à celui qui a perdu son œil? Est-ce qu'on peut redonner l'audition à celui qui l'a perdu? Il y a plein de choses qu'on ne peut pas réparer. Puis on ne peut pas réparer puis enlever toute l'arrogance puis le mépris qu'il y a eu tout au long de ce printemps-là. Là. Si quelqu'un me connaît, ils savent que je suis pas violente et que c'est comme « Ah, quoi, toi, tu as été arrêtée? » C'est presque impossible. Quelqu'un qui connaît mon fils va dire la même chose aussi. C'est comme « Ben voyons donc, tu sais, mon fils n'a jamais claqué une porte de sa vie, là. » Et là, tout à coup, il se retrouve arrêté lui aussi. Alors, c'est comme ça... Tu sais, je prends le temps d'expliquer ce qui s'est passé, de donner l'autre version de l'histoire. C'est-à-dire pas ce que les grands médias véhiculent seulement, cette histoire de les casseurs puis les méchants Black Bloc. Voyons donc. Dans toutes les manifs où je suis allée, quand j'ai vu des scènes de violence, c'était les policiers qui commençaient. Je n'ai jamais eu peur de marcher à côté de quelqu'un, soit-il habillé en Black Bloc ou masqué autrement, ou peu importe. Et puis moi-même, j'ai porté mon masque et puis des lunettes de sécurité, bien sûr. Mon masque, je veux dire mon foulard, là, tu sais, comme ça. Là. Mais ça ne fait pas de moi une criminelle pour autant. Écoute, j'ai jamais eu peur d'être à côté d'un manifestant, mais j'étais toujours sur mes gardes quand je voyais l'anti-émeute dans le secteur. Il y a eu des manifs, il y en a eu une, entre autres, où on avait fait un baby block, donc pour protéger les familles et les enfants, parce que les gens ne veulent plus manifester, quand il y a tellement de violence. Les dernières années, ça a vraiment monté. Et là, les policiers à cheval ont chargé à travers le baby block. Des charges de chevaux sur les trottoirs, alors que les manifestants, je veux dire, il y avait des voitures, là, ils ne pouvaient pas se tasser. Ou il y avait de l'anti-émeute à côté, ils ne pouvaient pas se tasser non plus. Des personnes qui étaient à l'écoute des communications de la police nous ont dit ensuite que c'était volontaire, c'est-à-dire qu'ils voulaient séparer le baby block du reste de la manif. Mais en passant à travers, c'est-à-dire à côté des poussettes, etc. Donc, ce sont vraiment des miracles qu'il n'y ait pas eu de mort, où il n'y a aucun respect. Ils sont odieux, ils sont méprisants, ils savent que de toute façon, il ne leur arrivera rien. Après avoir vu tout ce que j'ai vu au travers de ces mois-là, le fait qu'on n'ait pas eu un mort, selon moi, ça relève du miracle total. Ça aurait dû se produire. Ça ne s'est pas produit, tant mieux, mais c'est vraiment de la chance. C'est vraiment de la chance. Pour la troisième année de suite, à l'invitation des familles de Mohamed Anas Bené, Claudio Castagnetta, Ben Matson, Kylian Regis, Gladys Tolé, Freddy Villanueva. Et cette année, on a une nouvelle famille qui s'est ajoutée à notre coalition, celle de Jean-François Navreau. Donc, toutes ces personnes que j'ai nommées sont des gens qui ont été tués par des policiers. There are 3 police forces involved in my mother's death. There was the Sûreté de Quebec that killed my mother. There's the Kittigat-CV police that had jurisdiction to protect the body in the scene. And the Montreal police arrived 8 hours later. Everything was done. The brother of the cop who killed my mother was in charge of the scene. This is not right. I demand an independent investigation from Quebec. 9 août 2008, Freddy Villanueva, âgé de 18 ans, est tombé sous les balles de la police, est tombé sous les balles tirées par l'agent Jean Lapointe, matricule 3776, a fait feu sur 3 jeunes hommes qui n'avaient aucune arme dans les mains. Comme on le sait, la Sûreté du Québec a fait enquête sur cet événement-là et la Sûreté du Québec a fait un très bon travail pour ne pas trouver de preuves permettant d'accuser Jean Lapointe de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de quoi de fait grave, et ainsi de suite. De sorte que
le directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé de ne retenir aucune accusation et au lieu de ça, on a eu une enquête publique. Ben, je connais Jean-François depuis le secondaire. C'est une personne qui est extrêmement ouverte d'esprit. Puis c'est devenu mon confident assez rapidement. Jean-François Nadeau était quelqu'un de très généreux et poli avec tout le monde. Il avait plein d'amis, il était aimé par tout le monde. C'était un bon père, un bon conjoint, un bon ami. C'est arrivé le 16 février dernier, vers 7h45 du matin environ. Il avait passé la nuit dehors parce que, je sais pas, ça allait pas bien, puis il est allé prendre l'air avec quelqu'un, une de ses amis. J'ai vu un policier devant sa porte. Ce matin-là, il est arrivé à la maison en pleurant, puis il a commencé comme à se couper, mais c'était pas des petites coupures, c'était vraiment comme des coupures qui étaient comme... J'avais peur qu'il mette fin à ses jours. Fait que j'ai appelé le 911 parce que je voulais qu'on le sauve. Au 911, ils m'ont demandé comme plein d'informations sur lui, ils voulaient comme vraiment tout savoir de la tête aux pieds. Il faut considérer que quand tu es un policier, tu vas protéger et servir. C'est pour ça que tu vas dans la police. Il faut que tu aies autant d'estime pour tous les citoyens. Que ce soit un sans-abri, que ce soit un citoyen comme Jean-François que tout le monde, franchement, tout le monde qui le connaît l'aime. Juste parce qu'il a une barbe une barbe puis qui s'habille gothique un peu. Donc, je crois que ça a été sûrement un jugement trop rapide de la personne. Il n'a pas essayé de parler à Jean-François parce qu'il est tout à fait parlable. Donc, tout le monde ne comprend pas. La réaction générale, c'est qu'on ne comprend pas comment ça peut arriver. Moi, j'étais contente qu'il arrive, mais moi, je m'attendais à voir comme des ambulanciers. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu, il y avait 5 policiers qui n'avaient pas de l'air sûr de rentrer, puis ils étaient comme ça. Puis là, Jean-François, il s'est retourné. Il a regardé dans le cadre de porte, il les a vus. Il a comme rien dit, comme pendant une fraction de seconde. Puis là, il a pris sa machette de collection qu'il y avait à côté de lui, mais c'était pas une machette comme une vraie machette de guerrier, là. C'était une machette de collection, puis elle était même pas aiguisée. Sauf que eux, ça les a comme impressionnés de voir ça, là. Fait qu'il a pris ça, puis il a avancé vers eux autres, puis il a dit « Allez-vous-en d'ici! » Puis là, c'est là qu'ils ont tout de suite tiré « Pow! » dans le thorax. Puis c'est ça. C'est comme, ils sont même pas rentrés dans l'appartement, c'est comme vraiment passé dans le cadre de porte. Je m'en vais chez nous, puis c'est là que la famille sont venus me voir pour me dire que Jean-François était décédé. Il aurait pu comme juste comme reculer, puis dire comme attention, là, tu sais, relax, on n'est pas ici comme pour te faire du mal. Mais à place de faire ça, ils ont tiré. Carrément. Tu sais, je peux croire qu'il a eu peur. Sauf que je trouve que c'est comme vraiment comme une façon. C'est une façon brutale, c'est une façon comme trop facile de dire bon ben OK, j'ai un peu peur là, fait que je te tire. Moi dans ma tête là, c'est comme il était là pour nous protéger là. Fait que là je me sens comme si ça avait été comme de la naïveté. Puis justement la naïveté, je vais vous dire de où elle vient cette naïveté là. De qu'est-ce que les médias essaient de représenter sur la police depuis, je parle pas de cette année nécessairement, mais depuis toutes les dernières années. J'ai senti sur le coup qu'il fallait que je défende la réputation de Jean-François puisqu'il a été abîmée par les médias de masse à ce moment-là. Ça qui l'avait fait paniquer, c'est pas grave. C'est comme si c'était lui, là. C'est de sa faute à lui, là. Puis comme eux autres, là, ils ont juste comme bien fait leur travail, puis c'est parfait comme ça, c'est ça qu'il y avait à faire. J'ai vu sur le site qu'ils ont pris les photos, il y avait le choix d'une centaine de photos. Ils ont pris les 2 photos de lui, mais les pires photos. Une photo où ce que vraiment il fait exprès pour faire comme, tu sais, comme une photo comme viens-tu te battre, là. Ça représente absolument pas qu'est-ce que lui il était. Comme moi, je peux prendre des photos des fois, puis comme je peux faire des blagues en prenant mes photos. Ça, c'est une photo réelle parce qu'il souriait tout le temps. Il se promenait pas dans la rue, puis de même, là. Vraiment pas. Puis aussi, ils ont même pris une photo de lui dans son costume d'Halloween. Pour les personnes qui le connaissent pas, ils savent pas, eux, que c'est un déguisement, ça. Ils sont comme aucunement au courant. Fait que c'est juste pour montrer, ah, regardez, ben la police, genre, l'a tué, puis la police a bien fait, tu sais. C'est comme pour essayer de démontrer ça au public, alors que ça n'a absolument rien à voir. C'est clair qu'il y avait un parti pris dans ce qu'ils ont écrit, puis que c'était pour protéger les policiers dans l'intervention. Je comprends que c'est important
garder le courage en nos forces de l'ordre, mais de là à traiter de forcener mon ami, c'est vraiment pas forcener. C'est vraiment plate à dire, là, mais premièrement, la personne du 911 m'a fait paniquer, encore plus que qu'est-ce que je paniquais. Eux m'ont fait paniquer, puis eux l'ont fait paniquer. Je pense que, sérieusement, c'est vraiment plate, parce que sur le coup, non. Tu sais, je me dis, OK, bien, pour qu'ils survivent, il faut que j'appelle. Sauf que, finalement, c'est vraiment ça qui est comme vraiment le plus difficile pour moi. C'est que je me dis, moi, j'aurais été meilleure pour l'aider tout seul qu'en appelant eux. Il y aurait eu plus de chances de survivre, mais moi, sur le coup, c'est pas ça que je pensais. Là. Ça reste que chacun est différent, chaque policier est différent, mais c'est sûr que je suis très méfiant, en général. Et surtout avec ce qui est arrivé avec les étudiants. Des cas comme le matricule 728, je crois que c'est seulement la pointe de l'iceberg, donc il faut aller profondément, puis il faut avoir les seuls qui peuvent avoir assez de courage pour aller au profond, puis de faire le ménage là-dedans, bien, c'est ceux qui ne sont pas impliqués là-dedans. Puis, je crois que ça va même rendre service à plein de policiers qui, eux, veulent voir leurs confrères des fois abuser, puis qu'ils ne peuvent rien faire eux-mêmes. Donc, je crois que les citoyens, une enquête publique va rendre service à tout le monde. Se mettent en position, ils semblent se diriger vers l'avant rapidement. Ils poussent ces manifestants. Ils sont en train d'arrêter. Ils nous visent avec leurs guns. Et ils visent les gens qui sont témoins. Quand il y a un dépassement, un crime ou quelque chose au sein d'un corps policier, c'est un autre corps de police qui fait enquête. Oui, c'est bien parce que c'est un autre corps de police. Ils sont plus ou moins indépendants de ce qui est arrivé, sauf que ça reste un autre corps de police. Dans la même province ou dans le même pays, whatever, ça reste dans le même cadre. Et on sait tous qu'entre groupes de même nature, on va s'entraider, qu'on le veuille ou pas, c'est la nature humaine. Je crois que les gens commençaient à comprendre à cause des débordements de certains agents récemment qu'il y a un problème au SPVM en particulier, mais pas seulement ça. Le corps de police de la Ville de Québec a beaucoup de questions auxquelles répondre aussi, puis à d'autres places aussi. Faire la lumière là-dessus ne serait certainement pas une perte de temps, à la fois dans une perspective de justice puis de réparation par rapport à ceux qui ont été affectés, mais bien sûr aussi pour l'avenir, pour s'assurer que pas juste le mouvement étudiant, mais d'autres mouvements n'aient pas à subir ces affronts-là dans le futur. Quand on observe les événements du printemps dernier, et la raison pour laquelle il faut continuer à œuvrer et à lutter pour faire en sorte que nous n'ayons pas simplement des beaux souvenirs ou des belles images ou des moments touchants, c'est précisément en fonction de se rappeler ce pourquoi nous luttions. Et puis je pense que là, nous avons à apprendre énormément de ce que les étudiantes et les étudiants ont fait. Là, je reste extrêmement modeste. Moi, je pense que ce que les étudiants et les étudiantes ont fait, c'est véritablement de mettre en lumière, au plein jour, quelque chose que nous refusions de voir. Je pense que le printemps a servi à révéler ça. En tout cas, si on dormait, si on était dans l'illusion que, bon, il n'y a pas de problème ici, on n'était pas dans un pays totalitaire, l'indépendance entre les niveaux de pouvoir... et que le printemps nous a révélé toute autre chose. La police avec un mandat politique, c'était un enjeu politique qui aurait dû être traité au niveau politique et a été amené sur le champ du judiciaire et du policier. Je pense que c'était un choc pour plusieurs d'entre nous, mais en même temps, je pense qu'il était temps qu'on se réveille. Peut-être qu'on ne voulait pas le voir, qu'on le savait un peu, mais bon, si c'est un aspect positif, c'est de nous réveiller un peu, là. Puis d'arrêter de dormir là, sur l'illusion qu'on veut bien se faire croire de notre plus beau pays au monde. Moi, je suis contente de ça. Personne, enfin, à moins d'être vraiment quelqu'un qui se conçoit dans un militantisme très romantique, à mon avis, mais normalement, nous ne luttons pas parce que nous aimons la lutte. Nous luttons tout simplement parce que c'est nécessaire. Moi, je préférerais de loin être enfermé dans mes bouquins.
Mais la raison pour laquelle parfois il m'arrive de manifester ou d'écrire des textes, que ce soit dans Le Devoir ou ailleurs, ou Le Grand Honneur, c'est précisément lorsque les institutions ne jouent plus leur rôle. Et notre rôle, à nous, comme citoyens, comme citoyennes, c'est précisément d'être vigilants et sans cesse en mode alerte pour comprendre le sens des institutions. Et je pense que ce qui s'est produit au moment des événements, c'est véritablement une dérive de ces dernières. La participation à la démocratie, les étudiants sont en train de l'apprendre, les jeunes sont en train de sortir du cynisme, puis qu'est-ce qu'on fait? On les condamne, on leur rentre dedans, quel message on leur envoie là? Donc ça aussi c'est important comme prof de dire là, on envoie un double discours. Et c'est par amour de nos jeunes, c'est par amour de nos étudiants qu'on a été très affectés. Et ensuite, comme adulte, on est capable d'avoir une réflexion rationnelle et de dire « Oh, ça dépasse le simple cas ». Et ça, c'est l'exemple d'une dérive grave. Il y a plein d'autres contestations qui s'en viennent dans les gaz de schiste, peut-être, la question des mines, le plan Nord. Est-ce que c'est comme ça qu'on traite maintenant les gens qui s'opposent légitimement aux actions du gouvernement et qui réclament un débat rationnel, avec la diversité d'opinions et avec de l'accessibilité? Si ces conditions-là ne sont pas réunies, la démocratie, elle n'existe pas. Si Mme Marois était vraiment sérieuse lorsqu'elle disait qu'elle voulait faire une cassure ou du moins une scission avec la précédente gérance, la façon dont on gérait les affaires sous les libéraux, soit motus et bouche cousue et on donne la version officieuse au peuple, c'est ce qu'il mérite de savoir. J'espère, et ce fortement, même si ça n'a pas été dit clairement, qu'elle maintiendra une promesse de ce genre et qu'elle ira elle-même demander, ou du moins qu'elle cautionnera une commission d'enquête sur la violence policière et que son parti s'engagera en faveur de celui-ci. Car je le sais, il y a des anciens enseignants de cégep et d'université dans son parti. Il y a un ancien leader du mouvement étudiant qui a dû être témoin de ces actions-là. Il y a aussi une proportion de députés qui appartiennent à Québec solidaire à l'Assemblée nationale qui l'ont déjà demandé à de plusieurs reprises et dont leur demande a été laissée à fin de non-recevoir. Je l'inviterai donc autant que possible à convoquer une telle commission d'enquête parce que ce serait une question de justice, d'équité, et ce serait peut-être, du moins rien qu'un peu pour le moment, permettre de redonner un petit peu de confiance à tous ces jeunes-là qui sont sortis dans la rue envers leurs institutions, qu'on se targue qu'on dit être noble et démocratique, et qui mériteraient, surtout de ceux qui les représentent et qui les dirigent, de montrer un petit peu de bon sens et un petit peu de respect, justement en réaffirmant leur caractère impartial et respectueux de ses citoyens de par une commission d'enquête. On attend rien que ça, ça va être un beau souvenir. Je pense qu'elle est indispensable. On essaye depuis le début d'individualiser les problèmes. La 728, Gabrielle Nadeau-Dubois, etc. Mais le problème est large, et le problème est ancien, et le problème va perdurer. Je crois que la police a besoin de se faire remettre ses droits et ses devoirs devant les yeux. Sinon, réforme de la police. C'est énorme le travail qu'il y a à faire. On met dans les mains des personnes pas du tout formées psychologiquement, formées techniquement. Ce sont ces personnes-là, les personnes les moins éduquées de la société quasiment, ce sont ces personnes-là qui ont des armes entre leurs mains. Loi et justice ont été séparés dans toute cette histoire. Et là, moi, j'insiste pour que loi et justice se rencontrent. Les lois, ils sont là aussi pour nous protéger, pour nous servir. Ce qui a été mal fait, c'est le travail des policiers. Et ça, je demande réparation. Je demande réparation et je demande à ce que ça ne se reproduise pas. On ne peut pas laisser ça sous silence. C'est trop grave. Moi, je dis souvent qu'il devrait y avoir, en fait, 3 commissions d'enquête. Une première, une commission d'enquête sur la brutalité policière, une commission d'enquête sur la brutalité juridique, et il devrait y avoir une commission d'enquête sur la brutalité journalistique, ou la brutalité médiatique. Mais en réalité, nous pourrions dire que si nous voulions faire quelque chose comme un vrai travail d'enquête profond sur ce qui s'est passé au cours des derniers mois, alors il devrait y avoir une forme de réflexion commune sur la brutalité sociale, c'est-à-dire la manière dont nous rejetons complètement toute forme de dissidence sous prétexte de loi et d'ordre, de sécurité sociale, etc. L'injonction de Laurent Proulx, elle a été subventionnée par qui, tu penses?
Ah, excusez, on était Non, mais partis c'est bon, ailleurs. voilà. On se défoule là, ça nous fait du bien, ça va nous éviter au moins 3 séances de psychothérapie. Merci. Oui, bouge toi! Toi tu t'en vas! Hey! Oui, OK, je m'en vais. Je fais de l'asthme, je suis pas capable. OK? Je fais de l'asthme. J'ai de la difficulté à me lever. Je fais de l'asthme. Je m'en vais où, par là? OK. Je m'en vais. On est sécurité de vous autres. On est sécurité de vous autres.